qui va pas, c'est même assez classique, c'est-à-dire que vous avez des CV très scientifiques. Vous listez toute la liste des travaux que vous avez faits, vous mettez tout jusqu'à des techniques de recherche que vous avez pu utiliser. Donc c'est des choses, finalement, le recruteur s'en fiche un peu. On recherche pas des profils scientifiques pour des profils scientifiques, à part peut-être dans quelques aires thérapeutiques comme l'oncologie, où là c'est très spécifique. Sinon, on recherche plus des gens qui vont comprendre le médical. Bonjour Olivier Simon. Bonjour Asia. Comment vas-tu? Très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Moi, je suis plus que ravie, Olivier, figure-toi, parce que j'attends ce moment depuis de pouvoir, cette fois, moi, t'interviewer. Rappelle-toi, alors pour la petite histoire, moi, j'ai passé un entretien avec Olivier. Voilà, pour la petite histoire. Donc, j'ai vécu l'entretien avec Olivier et je peux vous dire que c'est un gros challenge. Ça a duré, je crois, 1h30 et tu m'avais bien challengé à la fin. J'étais, mais je sais pas, je sais plus où j'ai été. Mais c'était super. On enregistrera sur la partie entretien parce que, tu m'avais vraiment fait bien chauffer les neurones. Hein. Tu m'as mis en situation, tu m'as dit, et si vous étiez dans cette situation, comment vous réagirez? Et si. Enfin, vraiment, on se projette vraiment sur le métier. En tout cas, c'était pour un job de MSL, pour la petite parenthèse. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, le monde est petit. On se retrouve dans le cadre de Résalliance, de l'association Résalliance, où Olivier, je précise, il est aussi mentor de l'association. C'est ton deuxième mentorat là que tu assistes. Et puis, à cette occasion, je t'ai demandé, Olivier, parce que tu fais partie de nos seniors mentors, qu'on est fiers de compter parmi l'association, de faire cette visiodoc, puisqu'on est sur la thématique affaires médicales. On a eu une première visiodoc avec Valérie Charon. Tu es le second donc à animer cette visiodoc. Et voilà, je suis très contente de t'avoir. Merci aussi à tous les participants qui viennent aujourd'hui. Vous êtes 28, mais à mon avis, ça arrive. D'ailleurs, Claire vient d'arriver. Vous étiez presque 60 à vous être inscrits. Donc, on a plein de questions, Olivier. On va essayer d'organiser tout ça pour que ça rentre dans 1 heure. C'est ce que tu me disais, toi, Olivier. Sinon, je redoublerai si vous avez besoin. Il est adorable. Et donc, du coup, ouais. Moi, je te remercie beaucoup, Asia. D'abord, cette initiative, c'est une très belle initiative, donc ça fait toujours plaisir. Et j'ai rencontré déjà dans le mentorat des gens très agréables. J'en vois ici, je vois Doua, j'ai Mathieu. Sophie, tu m'as envoyé un message, Sophie. Elle a fait ce que je vous dirais de faire, alors pas forcément avec moi toujours, mais d'avoir du culot et d'envoyer les mails directement. Donc, non, mais il faut y aller, quoi. C'est une des questions qui va revenir, je crois, beaucoup. C'est aussi d'aller au culot. Et parce qu'effectivement, c'est pas simple. Donc, tu souhaites que je me présente peut-être un peu rapidement? Oui, j'aimerais bien, du coup, pour les gens qui te connaissent pas, que tu puisses te présenter un peu. Je suis pas encore supra connu quand même. D'abord, je voulais juste vous préciser que je parle vraiment en mon nom là actuellement. Donc, je travaille pour une société que je ne mentionnerai pas, a priori jamais. Je parle vraiment en mon nom. C'est important. Et ce que je vais vous dire, c'est évidemment chaque société est différente, mais c'est important. Donc, juste mon parcours assez brièvement. Donc, je suis neurologue de formation et de pratique. J'ai pratiqué une dizaine d'années, là, je peux le dire, à l'hôpital Bichat notamment. Je suis aussi médecin de rééducation. J'ai la double compétence parce que je m'intéresse beaucoup et encore maintenant au handicap, même et en conséquence des pathologies. Vous savez, il y a des traitements, c'est intéressant. Et ce que je vous dis, retenez, parce que c'est des choses importantes aussi dans l'univers médical, c'est que c'est bien beau les résultats des essais cliniques, mais parfois on aime aller plus loin, c'est-à-dire sur ce que ça apporte en vraie vie aux patients, pour améliorer des critères, par exemple, dans certaines études sur certains paramètres. Mais est-ce que ça a une pertinence clinique? C'est toujours une vraie question à se poser. Donc voilà, neurologue. J'ai aussi, le point commun avec vous déjà, c'est que j'ai aussi une thèse de sciences. Donc j'ai une thèse en neurosciences que j'ai fait sur l'imagerie fonctionnelle il y a quelques décennies maintenant. Donc voilà, j'ai travaillé à l'hôpital, donc j'étais sur une voie universitaire et puis j'en ai eu un peu marre. Voilà, j'ai voulu explorer autre chose. Donc après, je suis allé dans l'industrie pharmaceutique. Alors je suis passé de Paris à Francfort directement. Où là j'ai exercé des fonctions de medical advisor pendant 9 mois et après j'ai été directeur médical monde. Donc une expérience très enrichissante où j'ai voyagé beaucoup, j'ai eu une empreinte carbone détestable, mais c'était très intéressant. J'ai rencontré beaucoup de cultures, beaucoup de différentes façons de travailler. On a tous les mêmes envies pour le médecin, mais les façons de travailler, les systèmes, vous savez, tout ça c'est très différent. Les systèmes de remboursement, les systèmes d'accès aux soins sont très variés d'un pays à l'autre, et pas forcément dans les pays les plus évidents, on pense les plus riches, qui auraient plus de facilité. C'est pas aussi simple.
Donc voilà, donc j'ai travaillé 6 ans là-bas, c'était une expérience magnifique. Et donc, à la suite de ces 6 ans là-bas, je suis revenu en France. J'ai travaillé dans 2 startups, une en biotech et une en dispositifs médicaux. On en reparlera si vous voulez après un petit peu, parce que c'est des voies aussi qui peuvent s'explorer quand on cherche un travail, parce que là, on voit que vous êtes nombreux. Et effectivement, c'est une problématique, c'est que chacun doit pouvoir trouver sa place, mais il y a différentes voies. Donc, une biotech, une dispositifs médicaux, et j'ai travaillé aussi. Donc là, c'était des postes, on va dire, internationaux, c'est des startups qui se développaient pas mal. Et puis, j'ai travaillé aussi dans une autre boîte américaine, où là, j'avais un poste France, mais sur des très gros produits en neurologie. Et donc maintenant, je m'occupe d'une unité médicale, donc une aire thérapeutique. Je travaille essentiellement sur le cardiométabolisme. Donc voilà un petit peu mon parcours en résumé. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ce que j'ai fait. Et si je peux aussi vous communiquer ça un petit peu. Merci. C'est génial, c'est génial. Il y a tellement de questions, donc on aura de quoi te challenger, Simon, à notre tour. Tu verras. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, je reprécise comment on va s'organiser. Il y a eu plein de questions, je crois, plusieurs dizaines de questions, donc j'ai essayé d'organiser ça en plusieurs parties, on a essayé. Alors forcément, il y en a pas mal d'entre vous qui parlent de leur propre situation. C'est intéressant aussi, hein, c'est des questions un peu précises, etc. Certaines questions se regroupent, sont redondantes, donc j'ai un peu switché les questions. Mais donc l'idée, c'est que pour chaque sous-partie, si on aborde par exemple la partie entretien, ce que je te propose, Olivier, c'est que les participants puissent t'interpeller. Hein, l'idée, c'est que ça soit interactif aussi. Dès que vous avez besoin, vous levez la main. Dès que possible, je vous laisse la parole. Vous n'hésitez pas à allumer vos caméras si besoin. C'est toujours sympa de voir la personne parler. Et puis voilà, on va avancer comme ça au fur et à mesure. Voilà. Donc, tu me dis si ça te convient, Olivier, on y va. Très bien. Super. Très bien. Je vois Robin qui est en train de presque finaliser que je puisse participer. Donc, je vais juste changer un moment d'outil. Oui. Super. D'autant plus, je crois, Olivier, qu'à un moment donné, tu veux aussi partager ton écran, tu me dis. Tu voudrais montrer. Non si ça marche, je le partage. Si ça marche, ok. Donc, voilà, je te laisse. Bah, écoute, je te laisse lancer les questions. Ou, yes. Donc là, je vais sur les questions. Et alors, ouais, donc on a été sur la question pour démarrer une petite question CV où certains posaient la question de dire ok, moi, je suis sortie de thèse, j'ai un CV académique. Je postule dans les affaires médicales, notamment sur des jobs de MSL, Muscle Advisor, il n'y a rien qui sort. Voilà, donc qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon CV? Qu'est-ce que je dois faire? Donc voilà, il y a ces problématiques de CV. Dans vos CV, la plupart du temps, ce qui ne va pas, c'est même assez classique, c'est-à-dire que vous avez des CV très scientifiques. Vous listez toute la liste des travaux que vous avez faits, vous mettez tout jusqu'à des techniques de recherche que vous avez pu utiliser. Donc, c'est des choses, finalement, le recruteur, il s'en fiche un peu. On ne recherche pas des profils scientifiques pour des profils scientifiques, à part peut-être dans quelques aires thérapeutiques comme l'oncologie, où là, c'est très spécifique. Sinon, on recherche plus des gens qui vont comprendre le médical. Donc, ce qui est important dans votre CV, c'est déjà de mettre en avant, alors je sais que tout le monde est ravi et fier de ce qu'il a fait, il a raison, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'abord pourquoi vous voulez rentrer dans l'industrie pharmaceutique. Donc, vous pouvez faire un petit chapeau, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Vous pouvez faire un petit chapeau en disant, voilà, moi, mes objectifs de rentrer dans l'industrie pharmaceutique, c'est parce que j'ai envie de parler j'ai un métier qui est très scientifique, qui est jusque-là un peu abstrait pour moi. Enfin, ça, vous ne le mettez pas, mais derrière, c'est ça l'idée. Du coup, j'aimerais apporter quelque chose, travailler sur des molécules innovantes ou pas. D'après, ça dépend si vous postulez à des postes spécifiques ou pas. Donc, d'adapter aussi et de dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est communiquer des données médicales pour permettre aux patients, grosso modo, un des mots-clés, c'est pour permettre au maximum de patients d'être traités avec les thérapeutiques adaptées actuelles. Ça, ce sont des mots-clés et je peux vous montrer. Donc, si j'y arrive, partager l'écran. C'est ça. Et ça, c'est plutôt dans la… Excusez-moi, hein, donc est-ce que je peux intervenir? Ça, c'est plutôt dans la lettre de motivation, c'est pas dans le CV qu'on doit mettre ça, non? Non, dans le CV, le truc, c'est que ton CV, en fait, le recruteur,
ou le professionnel qui va te recruter, le directeur médical ou autre, lui, il va regarder très rapidement. Il ne va pas avoir le temps d'aller très loin. Ouais. Donc, je te montre par exemple, là, je ne sais pas si ça marche, si ça… Ouais. On voit. Vous voyez le CV là? Oui. Donc là, vous voyez un CV typique qu'un de mes mentorés a accepté de me montrer. Donc, c'est très bien. Donc, c'était pour un poste. Il met des choses plutôt intéressantes. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup sur la science. Donc, on voit des trucs, j'ai souligné un peu en vert. Donc, Western blot, immunofluorescence. C'est typiquement un truc. Honnêtement, c'est pas ça qui va vous faire avoir un poste. Il avait mis des choses plus intéressantes qui sont très valables pour vous. C'est mise au point d'un protocole d'expérience d'immunofluorescence afin de gagner du temps et de réduire le coût final. Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre d'approche? Ça veut dire que c'est ce que vous faites, vous, souvent dans les PhD, c'est d'être autonome, d'être responsable parce qu'effectivement, vous n'avez pas des budgets phénoménaux et donc vous avez appris où mettre vos priorités. Donc, prioriser, c'est quelque chose que vous avez fait. Ça peut être d'autres exemples que vous avez mis en place, des projets qui ont permis de montrer que vous étiez persistant, parce que ça, c'est une grande qualité qu'on va chercher, notamment sur un poste de MSL, mais pas que, mais là, on parlait surtout du poste de MSL. Persistant, résilient, ça, c'est des choses que vous avez aussi dans vos qualités la plupart du temps. Et d'avoir cet aspect très pratique, très pragmatique. Dans la science, il y a une partie, et quand on vous voit, la plupart du temps, on se dit, bah, c'est des scientifiques, quoi. Mais en fait, les gens ne réalisent pas que la science, c'est aussi beaucoup d'optimisation de votre travail. C'est aussi, bah, vous avez un budget restreint et vous arrivez à optimiser tout ça. Donc là, c'était le premier CV non travaillé. Et puis, on passe sur un CV, le même CV de la même personne retravaillé. Donc voilà, ce que je lui avais conseillé, c'est ce qu'il met. Donc, passionné de communication scientifique, je souhaite partager les innovations scientifico-médicales aux professionnels de santé. Lors de congrès, bon ça, on aurait pu encore progresser pour améliorer la prise en charge des patients. C'était pour un poste de medical advisor, donc c'est pas délirant. La prise en charge des patients et être également le référent scientifique pour le marketing stratégique et marketing opérationnel. Donc là, on a des mots-clés où on voit que c'est quelqu'un qui sort de son esprit scientifique, qui s'intéresse aux professionnels de santé, des mots-clés. Il y a le mot patient, c'est très important. Et puis, on voit qu'il a quand même, il parle de marketing stratégique, de marketing opérationnel. Il parle déjà de choses qui vont nous parler à nous, parce que c'est pas le même langage. Si vous mettez que vous avez fait des études, vous avez fait des publications, etc., ouais, c'est intéressant, mais on s'en fiche. On sait que vous les avez fait. C'est pas qu'on s'en fiche, c'est qu'on sait que vous les avez fait. On connaît votre profil. Et puis là, il a rajouté quelque chose retravaillé. Donc, gestion de projet scientifique. Mais derrière, moi, ce qui m'intéresse, c'est planification. Il y a des mots-clés, hein. Gestion des ressources, très intéressant. Coordination, parce que le MSL va travailler aussi sur le terrain avec les forces de vente. Ouais, il va travailler avec les autres forces de terrain d'accès au marché, par exemple, les key account managers. Donc, c'est très important, cette coordination. Et puis, suivi des résultats et organisation de réunions. Donc, quasiment là, j'ai quelque chose où je me dis, ah ouais, là quand même, si je suis agnostique des PhD, et il y en a beaucoup, c'est vrai qu'actuellement, c'est beaucoup les pharmaciens, les médecins, mais les PhD arrivent en force. Il faut aussi parfois éduquer les gens qui ne vous connaissent pas. Et donc, ça, c'est très important. C'est des petites choses que je fais corriger systématiquement pour être vraiment direct. Après, si je partage, alors je m'amuse, c'est le CV de ma fille, où là, vous arrivez d'un CV de quelqu'un qui est dans une école de commerce. Alors là, vous voyez, il n'y a pas de mots superflus. Hein. C'est direct. C'est, voilà, ce que j'ai étudié, ce que j'ai fait, des mots-clés, juste des mots-clés. C'est juste pour vous montrer. Et puis, évidemment, un petit chapeau qui est très important. Pour moi, ce petit chapeau, il est clé. Si vous ne l'avez pas, vous diminuez vos chances d'attraper le regard de la personne qui va ouvrir votre CV. On va très vite. Ça m'est arrivé de recevoir jusqu'à 70 CV pour un poste. D'accord? Donc, vous imaginez 70 CV pour un poste, je vais très vite. J'ai pas le temps. Donc la chose que tu lis, Olivier, c'est le chapeau sur le CV. Exactement. Le chapeau, c'est un truc clé. Pour résumer, réduire vos activités scientifiques et surtout vous concentrer sur tout ce qui a été très, on va dire, opérationnel. Ce que je vous ai dit, gestion des ressources, organisation, planification. Ça, c'est des mots qui nous parlent. On sait que vous n'avez pas le background médical.
Ça, c'est très clairement. Et ça viendra après. Mais il faut déjà le mettre. Nous, on veut des gens sur le terrain qui aillent dans les hôpitaux. D'accord? Pour les MSL, là encore. Hein. S'il y a des questions sur le Medical Advisor, je pourrais répondre. Donc, des gens qui aillent sur les hôpitaux. Il faut connaître le système. Le système hospitalier, en ce moment, il faut savoir que c'est difficile. Il faut savoir que vous n'arrivez pas, si vous arrivez après dans une interview, il faut que ça se voit déjà que vous avez conscience, que vous avez travaillé dans un univers principalement hospitalier pour les MSL. C'est quand même, ça peut être parfois dans les médecins libéraux, mais c'est exceptionnel. Donc, mettez ça dans votre chapeau et mettez ce qui sont vos forces, vos valeurs, ce que vous avez envie, vous, de mettre en avant. Que vous êtes passionné par la médecine. Vous avez pu faire de la science, thèse de science pour plein de raisons, mais passionné par la médecine, donc ça, c'est des mots importants. Passionné par la communication médicale, n'hésitez pas à employer des mots forts. On a envie aussi de caractère. Moi, dans mon équipe, je recherche des gens qui vont me challenger aussi. Et ce que je compte sur des gens qui sont nouveaux, Robin, Marivonne peuvent en parler, qui sont ici, qui doivent être ici. Marivonne, je n'ai pas vu. C'est apportez-moi votre œil neuf. C'est une grande force que vous avez. Et vous avez un rationnel, vous pouvez synthétiser des choses, donc synthétiser. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, s'il y a des questions. Enfin, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat de Samélé qui dit la lettre de motivation, tu la lis vraiment, Olivier? La lettre de motivation, je ne la lis pas souvent. Ce que je peux être amené à lire, ce sont des lettres de recommandation. Alors, je vais dire pour tous ceux qui sont qui sont passés dans des structures, qui ont travaillé dans les hôpitaux, c'est des trucs qui peuvent marcher. C'est-à-dire que moi, si j'ai une lettre d'un médecin que je connais dans l'aire thérapeutique qui m'intéresse, je vais avoir tendance à peut-être donner, voilà, si vous êtes recommandé par le professeur X ou Y que moi je connais, ça va aider. Donc, allez chercher. Alors, tout le monde n'a pas eu cette opportunité, mais certains l'ont eu. Donc, tout ce qui va pouvoir vous aider, il faut y aller fort. C'est vrai que les CV, on en reçoit beaucoup, spontanés, pas spontanés. Quand on fait une demande, on fait un post sur LinkedIn, on en reçoit des tonnes. Comment on fait la différence? C'est pas ça. Et il y en a, moi, je prends un peu de temps, il y en a qui vont encore beaucoup plus vite. Je peux vous dire qu'il y en a qui vont très, très vite, ils jettent tout de suite. Ils voient le CV, ils voient que c'est compliqué, ça a l'air compliqué à lire, je jette. Voilà. Donc, la lettre de motivation, après, peut être importante, c'est ce que disait Robin, c'est très intéressant, c'est quelque chose de très court. Il faut que ce soit très court, parce que votre lettre de motivation, là, c'est pareil, si c'est trop long, si ça fait une page, je le lirai plus tard. Et non, du coup, je le lirai pas. Sauf si vous tombez sur des gens très obsessionnels, ça va pas être lu. D'accord? Donc, un petit chapeau, après, si c'est par email, un petit chapeau, montrez vos motivations. Il faut qu'on sente que vous êtes motivé. MSL, c'est un métier compliqué, on en parlera sûrement après, mais c'est un métier compliqué, c'est un métier qui vous demande d'intégrer plein de domaines et on demande de plus en plus des domaines stratégiques, des domaines d'aller voir les médecins, là encore, dans un environnement compliqué actuellement. C'était plus simple probablement il y a quelques années. On a beaucoup de contraintes réglementaires qui sont nécessaires. Donc voilà, on est dans cet environnement. Donc il faut qu'on voit qu'on a des gens qui sont prêts à aller à bosser dur, quoi, et qui sont très motivés. Ça, c'est important. Ok, super. On a bien compris. Bien faire son CV, insister sur le chapeau, voilà, être percutant. Les gens n'ont pas trop le temps de lire. Très bien. Après, une fois qu'on a le CV, le but, c'est de décrocher un entretien. J'ai eu pas mal de questions qu'on m'avait envoyées du style, moi, j'ai envoyé mon CV, j'ai telle expérience, ça donne rien, j'arrive pas à décrocher un entretien. Est-ce que pour toi, Olivier, il faut juste envoyer le CV dans un job board, répondre à une annonce sur LinkedIn, ça suffit pour espérer avoir un entretien? Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est ce que je disais un petit peu avant. C'est le culot. Déjà, bon, le plus difficile, c'est de rentrer dans l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y rentrer. Donc, il faut y rentrer. Donc, effectivement, la question, c'est aussi à qui vous l'envoyez et comment vous allez rentrer dans l'industrie pharmaceutique. Il y a plein de façons de rentrer dans l'industrie pharmaceutique. Celle qu'on voit habituellement, celle que vous voyez, c'est la partie pas brillante, mais une partie qui se voit le plus, qui sont les MSL, parfois les Medical Advisors. Mais il y a tout un tas d'autres voies pour rentrer. Par exemple, si vous avez un background statistique, j'ai vu cette question quelque part, ça peut être le market access.
Donc là, c'est les études d'accès au marché. Ça peut être ce qu'on appelle les HEOR, c'est Health Economic Outcome Research. Grosso modo, c'est le médico-économique. Donc ça, si vous avez un background statistique, là, il y a plus de possibilités de rentrer parce qu'il y a moins de personnes qui postulent. Voilà, MSL, c'est partout. Quand on met un poste, tout de suite, on en a plein. Et on pense généralement qu'à ça. Donc, il n'y aura pas de poste pour tout le monde. Il y a d'autres postes un petit peu différents, comme la recherche clinique. Donc ça peut être des choses intéressantes. Alors en France, il n'y en a pas forcément beaucoup. L'idée, c'est que quand vous rentrez dans l'industrie pharmaceutique, après, vous pouvez passer d'un poste à l'autre. C'est beaucoup plus facile une fois que vous êtes rentré. Il faut avoir ouvert cette porte. D'autres aspects, donc la R&D, il n'y en a pas tant que ça. Bonjour Romuald. Il n'y en a pas tant que ça. Après, il y a l'opérationnel aussi. Alors, c'est des postes qui sont un peu moins glamour, on va dire, si je peux utiliser ce terme, mais comme des postes d'arc, etc. Évidemment, ce n'est pas forcément ce que vous cherchez et effectivement, avec votre background, vous pouvez aller beaucoup plus loin, mais ça peut être une façon d'entrer. Quand on cherche, ça peut être une façon d'entrer. Après, des départements qui recrutent beaucoup, ça va être la pharmacovigilance et l'information médicale. Alors là, c'est beaucoup de littérature scientifique qu'on va vous demander, beaucoup de recherche scientifique et répondre à des médecins, etc. Alors, c'est la scientifique et médicale. Là, c'est pas encore un poste qu'on veut toujours faire très longtemps ou avec votre background, mais ça peut être une façon de rentrer. Et puis, un autre aspect auquel vous pensez pas beaucoup, qui peut être les ventes. Faire une expérience de 2 ans dans les ventes. Il y a des formations pour ça. C'est des formations généralement de 5-6 mois que vous pouvez faire en parallèle et rentrer par les ventes et faire 2 ans sur les ventes. C'est pas idiot. C'est pas idiot. C'est une autre façon de rentrer et là, il y a beaucoup plus de postes, évidemment. Généralement, c'est un rapport de 1 MSL pour 5 forces de vente, grosso modo, à 1 sur 10 en fonction des labos, des produits, etc. Mais donc, c'est une autre voie intéressante. Donc, pensez à tout ça un petit peu. Ça, c'est dans l'industrie pharma. Après, il y a les startups aussi qui peuvent être intéressantes. N'hésitez pas, donc il y a les deux, il y a les biotech. Donc les biotech, c'est intéressant pour tous ceux qui ont fait plutôt de la biologie. Il y avait une question de je ne sais plus qui sur la physique aussi, par exemple. Donc par exemple, les biotech qui font, les biotech, les medical devices, les appareils médicaux, eux, ils peuvent rechercher des profils plus physiques, plus ingénieurs, plus, enfin en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, plus sur l'ingénierie, des PhD plus techniques, on va dire. Donc ça peut être des voies, ces différentes voies de rentrer, en tout cas par un côté ou par un autre. L'idée, c'est qu'il ne faut pas être trop regardant, peut-être, sinon vous pouvez attendre longtemps. Si on voit un CV après avec quelqu'un qui a déjà bossé même dans une start-up, il connaît le métier au moins. Il connaît l'environnement. L'environnement, c'est très important. Donc là, après, vous pouvez, entre guillemets, vendre votre expérience. C'est ça le problème, c'est d'acquérir ces quelques mois d'expertise. Et si je peux compléter, il y a une autre façon, c'est une question qui revient souvent sur le DU-MSL, qui peut permettre de faire un stage. Et le stage, ça peut être une porte d'entrée. J'ai eu une stagiaire, je ne sais pas si je peux la nommer, Bérénice, je pense que je dois pouvoir la nommer, je ne sais pas si elle est là. Et en tout cas, qui a fait un stage chez nous, et peu après, elle a trouvé un poste, un CDI, donc voilà. Donc, ça a été une bonne façon de rentrer en faisant des stages. Et ça s'est permis si vous faites un DU. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions? J'ai extrapolé parce que c'est pas juste. La règle, en fait, c'est d'aller voir le plus de monde possible. Après, c'est dans ce que vous acceptez de faire et vous pensez à faire. Je crois qu'il y a une question de Omar, je crois. Oui, donc merci pour les précisions. Mais lorsqu'on veut postuler, par exemple, sur LinkedIn, vous avez dit il y a beaucoup trop de CV, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de réseautage? Forcément, je pense qu'elle y est, mais comment se fait ce réseautage? Vous avez dit, j'ai retenu qu'il faut y aller au culot, c'est ça? Oui. Donc, essayer de trouver des personnes directement et voilà, les contacter sur LinkedIn et ensuite leur dire exactement, j'ai repéré ce poste-là et j'aimerais postuler, est-ce que vous pouvez me coopter? Exactement. Non, mais le truc, c'est de voir la personne. C'est un très bon point. C'est de voir une personne qui va t'aider. Donc, ça peut être, par exemple, ce que je disais, un professeur de médecine, si tu en as rencontré, etc., avec qui ça se passe bien. Ça peut être, il y a des événements, parfois, médicaux, il y a des endroits où on peut faire un peu de réseautage. Comme là, par exemple, si moi, vous m'envoyez un mail après en me disant qu'on s'est vu là, je vous favoriserai, forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va vous envoyer nos CV alors. Selon c'est la perche, tu vas recevoir plusieurs dizaines de mails. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simple, c'est pas facile de réseauter.
mais l'idée, c'est le culot. L'idée, c'est d'aller voir le plus de monde possible. D'accord. Ça, c'est important. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de secret. Moi, je Mais, crois que, excusez-moi si je peux intervenir ou non, Assia, oui, bien sûr. euh, je peux dire, ça fait deux mois que je suis en train de postuler, mais je trouve que pour décrocher un entretien, c'est ce que j'arrive à comprendre. Les entretiens que j'ai pu décrocher, c'est suite à des recommandations. Oui, c'est ça. Vous envoyez votre CV normalement, il y a l'offre sur LinkedIn ou sur le site de l'EM et tout. En général, on ne me répond jamais, sauf parfois que mon profil ne répond pas. Mais quand il y a des recommandations, on est convoqué à au moins un premier entretien. C'est exactement C'est ça. bien dommage. Moi, je trouve que c'est bien dommage On est complètement d'accord. parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui trient le CV qui ne sont pas du métier. Oui, tu as raison. Tu as raison. Tu as des gens. Ce qui J'ai se passe l'impression dans que c'est un boîte, ordinateur qui trie, ce n'est plus l'être humain. ça dépend des boîtes. Voilà. Grosso modo, ça arrive au RH. Il y a certaines boîtes, alors, il y a certaines boîtes qui ont, effectivement, j'ai entendu parler de tri systématique sur des mots-clés. Mais de toute façon, quand tu vois ce que je te disais, quand tu reçois 70 CV, Ouais. parce que recruter, c'est pas juste notre boulot, il y a plein d'autres trucs dans le boulot. Non, c'est clair. Même les RH, ils ont toujours plein de trucs à faire. Donc, ils vont au direct. Si tu es recommandé, ça multiplie tes chances par 100, par 1000, je ne sais pas, ça dépend après de qui te recommande. Si tu as eu un contact, un premier contact, tout ce qui va être bon pour pouvoir rencontrer, je vous dis par exemple ici, après sur des réseaux, après avoir des échanges sur LinkedIn, voir si on peut capter des personnes, c'est le pouvoir des réseaux. Et je rajouterais quelque chose, tu me diras Olivier ce que tu en penses, mais en même temps, quelqu'un qui va venir au culot, qui va essayer de t'aborder ou aborder un collègue à toi, ou essayer d'aller en interne, aborder un MSL, essayer de trouver des moyens, des stratégies pour pouvoir avoir un entretien juste pour discuter, ça reflète aussi une personnalité qui t'intéresse, du caractère, tu parlais ça de caractère tout à l'heure. Oui, mais avant que je voie la personne, il faut qu'elle m'accroche. Mais justement, c'est aussi des moyens de t'accrocher, de te montrer sa motivation aussi. Exactement. Si tu m'envoies quelqu'un qui va au culot, après, il ne faudrait pas que ça devienne de l'impolitesse ou trop, pousser trop. Mais là, vous êtes à un moment quand tu n'as pas de poste, tu n'as rien à perdre. Absolument, absolument. Tu n'as rien à perdre. Donc, il faut y aller. Il faut faire un peu de rentre-dedans et explorer toutes les voies pour vous aider, les réseaux. Ça peut être donc dans ce réseau, c'est aussi ça, hein, Asia. Je sais que c'est qu'aussi après, tu contactes d'autres MSL aussi. Moi, ça m'est arrivé ça m'arrive, des gens de l'équipe qui me disent, tiens, Olivier, j'ai discuté avec cette personne, elle est top. Donc là, c'est des opportunités que vous avez aussi. Contactez des MSL, contactez des medical advisors, ils sont plus faciles à joindre. Ça, c'est un très bon point. Donc dans cette association, et là, c'est très bien, mais d'autres aussi. On a fait comme ça, hein, certains se sont spontanément. Il y en a plein sur LinkedIn. Je vois que Romuald a levé la main et Marine aussi. Il y a effectivement 2 personnes qui ont levé la main, Romuald et Marine. Romuald, et puis ensuite Marine. Ok, bonjour tout le monde. Bonsoir, je suis aux États-Unis, donc du coup c'est un peu inversé, on va dire. Moi, j'ai aussi l'impression que, donc bien sûr que quand on a de l'expérience en recherche clinique Asia déjà sait ce que je vais dire, donc elle va anticiper ma question, je pense. Mais du coup, quand on a déjà beaucoup d'expérience, je deviens un peu prétentieux, je suis désolé. Mais déjà, quand on a de l'expérience en recherche clinique et aussi en clinique elle-même, je parle en connaissance de cause, je pense, j'ai l'impression que ça devient même beaucoup plus difficile justement de rentrer dans ce domaine pharma, etc. Je parle de ça parce que du coup, moi, comme je vous l'ai dit, je suis aux États-Unis, ça va faire 8 ans que je suis aux États-Unis, ça va faire plus de 10 ans que je fais de la recherche clinique. Le système américain, il est complètement différent, et ça, j'en suis certain que vous savez que le système français, au niveau des universités aux États-Unis, c'est complètement différent, on va dire ce qu'il en est. Les interactions entre l'industrie et l'académie sont très, très, très étroits ici. Tous les jours, concrètement, on passe la frontière, mais on a toujours cette étiquette universitaire. Même quand on fait de la recherche clinique, même quand on prouve qu'on est sur des essais cliniques, qu'on est sur des projets, des protocoles cliniques internationaux
ou multicentrique, on a ce problème de dire, ben, il y a cette frontière en Europe, en France, oui, c'est un académicien. Et en plus, quand on a cette plus-value de connaître le système santé en France et aux États-Unis, moi, j'ai l'impression que ça devient quand même très compliqué parce qu'on a cette expérience et qui devient pratiquement un boulet, on va dire, à ce moment-là, ça devient quand même un boulet, si je peux si je peux me le permettre. Non, je pense pas. Alors, il y a deux choses. Il y a la recherche, il y a l'aspect recherche. Effectivement, si on veut travailler en recherche, un des problèmes en France, c'est que finalement, il n'y a pas tant que ça de recherche clinique. Les recherches cliniques, bah, ils sont basés, enfin, ça va être les industries françaises, il y en a, hein. Donc, il va aller faire voir sur les boîtes françaises pour la recherche clinique. Et là, après, il faut avoir une expertise qui matche avec les aires d'intérêt. Et là, il y a possibilité de rentrer. Alors, c'est pas le domaine que je maîtrise le plus. Après, si on a une expérience clinique, c'est-à-dire si on a travaillé déjà avec des patients, c'est un plus. C'est un plus très clair qu'il faut valoriser. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va connaître le système de santé bien mieux, qui va avoir déjà des contacts avec des médecins, qui va éventuellement avoir ses lettres de recommandation. Donc ça, c'est un point important. Je ne crois pas que actuellement, au contraire, avant les PhD, il n'y en avait pas beaucoup. C'était des pharmaciens, beaucoup de médecins. Maintenant, la tendance, je connais des labos qui ne prennent plus de médecins, par exemple. Donc, il y a une tendance qui est quand même plutôt favorable. Le seul truc, c'est qu'en fait, il y a une explosion, pour les raisons qu'on connaît, je pense, à peu près tous, du nombre de candidats PhD. Et c'est ça qui fait, en fait, aussi une des barrières. Mais au contraire, il y a une ouverture de l'industrie pharma. Et je pense aussi, c'est ce que je disais, c'est que d'abord parce que vous êtes jeune aussi, c'est une population plus jeune qui arrive. Dans les backgrounds, les pharmaciens, ils vont aussi par exemple beaucoup au marketing, ils ont un range, ils vont beaucoup au réglementaire, au compliance, etc. Vous êtes très focus affaires médicales, plus d'autres qui pourraient se faire, mais quand même très focus affaires médicales. Et donc, vous avez ça rentre de plus en plus, honnêtement. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose de très positif. Mais là encore, il faut sortir de sa science et ce que je disais, hein, de sa fierté de tout ce que vous avez fait. Et je le comprends, j'ai fait une thèse de science moi aussi. Et quand on avait la publication, on vit pour sa publication, quoi, pendant un bon moment. Eh ben, c'est ça, champagne. Mais nous, les publications, on s'en fout que vous soyez capable de faire des publications, grosso modo. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est vrai que ce sentiment que justement, vu qu'on vient d'un pays, qu'on a travaillé dans un pays étranger, même si c'est les États-Unis, revenir vers la France, ou du moins l'Europe, ça devient quand même très compliqué. Malgré l'expérience, malgré comment on appelle ça, malgré le background, je dirais, ça devient quand même très compliqué. On a cet obstacle qui dit, bon, ben, c'est un académicien, il connaît pas l'industrie. Et ça dépend ça dépend des personnes. C'est clair que les mentalités changent petit à petit, mais c'est clair que, par exemple, bah, toi, sur l'anglais, je pense que tu n'as aucun doute. Tu as montré non, mais tu as montré aussi que tu es capable d'aller vivre ailleurs. Tu montres sur ton agilité, sur ta capacité d'adaptation. Enfin voilà, c'est des choses qui sont vachement importantes. C'est ça qu'il faut valoriser chez vous. C'est tous justement penser un petit peu. Alors c'est un peu ce que j'espère que vous allez voir, en vous mettre dans la tête de la personne qui reçoit le message. Qu'est-ce qui va dire bah voilà, si tu es aux États-Unis, ça peut attirer aussi. Tu dis tiens, c'est différent mais chacun trouvez votre différence. Qu'est-ce qui va être catchy? Oui, non, vous avez complètement raison, mais bon. Non, mais je dis pas, c'est pas simple. Hein. On est dans un domaine, de toute façon, sinon on serait pas là. Simple. Mais c'est aussi pour ça que j'insiste sur la persistance. La persistance et la persistance. Si vous abandonnez, bah, vous n'avez aucune chance. Oui. Et je pense qu'en persistance, ça finit par arriver. Et surtout qu'il y a plus de moyens maintenant, notamment je vous parlais des startups, etc. Il y a plus de moyens de rentrer dans l'industrie, en tout cas dans le monde de la pharma, des biotech, etc. Je suis désolé, on frappe à mon bureau, donc je vais juste répondre. Je suis vraiment désolé. Pas de souci. Marine. On en revient à la persistance, au réseau, à tout ce qu'on s'est raconté qui est hyper important. Donc, restez motivés et faites du réseau, faites-vous recommander, comme disait tout à l'heure Olivier, c'est super important. Marine, pour ta question. Oui, merci. Alors, c'était pour revenir sur le culot.
Est-ce que c'est parce que là, du coup, quelqu'un disait tout à l'heure, je crois que c'est, elles disent, oui, j'envoie un message, non, j'ai vu l'offre, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai l'impression que ce culot-là est pas assez avisé et qu'il faudrait plutôt, comme pour les, par exemple, les experts médicaux, c'est pas venir en disant j'ai un produit, s'il vous plaît, enfin, donnez-le à vos patients. C'est plutôt du style, bah voilà, moi j'ai vu ce que vous pouvez, enfin, votre profil, est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous avez vécu, etc. Et après, arriver sur effectivement ce qu'on cherche, ce qui est de se faire connaître et se dire, bah, est-ce que vous auriez un poste pour moi ou quelque chose comme ça. Enfin, peut-être pas aller les pieds dans le plat directement, mais plutôt être stratégique. voilà, réfléchi. Chaque humain, et si un jour je te le souhaite et je le souhaite à tous ceux qui le veulent, en tout cas MSL ou autre, c'est les clés. C'est comme quand tu vas interagir avec un médecin, il y en a qui vont te recevoir très bien, il y en a qui vont pas vouloir te recevoir, et chacun a sa clé en fait. Donc il n'y a pas de recette miracle. C'est aussi en fonction de votre personnalité. Changez pas vos personnalités parce que ça marchera pas. Donc après, si c'est l'aborder, demander de l'aide, moi si je peux, si je peux aider, j'aime bien. Mais je peux pas aider tout le monde non plus. Donc il faudra que je trie à un moment. Et alors, des fois, je me dis merde, j'aimerais bien répondre, je peux pas. Mais vous allez faire ça 5 fois, 10 fois. Mais je vous dis, pensez aussi au MSL. C'est un bon point. À ces gens qui sont déjà. Les MSL sont très ouverts. C'est des gens de communication. Hein. C'est leur métier. Moi, je trouve que vous répondez parce que je vous ai envoyé déjà un message sur LinkedIn. Vous m'avez répondu et je vous ai même transféré mon CV. Donc, ça, c'est le culot. Voilà. Mais c'est ça. Après, voilà. Après, c'est aussi une question de circonstance. Si à ce moment-là, j'ai un poste qui correspond. Voilà. Il y a le facteur chance, mais on le multiplie en multipliant les approches. Absolument. C'est ça qui est intéressant. Si vous voulez, une fois que vous êtes rentré dans le métier, vous trouverez du boulot tout le temps. Enfin, pour l'instant en tout cas. C'est pas un secteur en crise, hein, on va être très clair. Donc oui, donc, mais il faut rentrer même 6 mois, même 1 an. Donc faites tout. Il faut y aller à fond, quoi. Si vous pouvez aller à des congrès, je ne sais pas, ça peut arriver. Oui, il faut payer, mais souvent il y a des tarifs réduits. Ça peut être une façon d'y aller, de rencontrer des gens. Vous allez sur les stands, vous discutez, vous allez vous prendre 10 râteaux, et puis au 11e, tiens, ouais, c'est sympa. Après, il faut être préparé, hein. Soyez préparé. Parce que quand vous allez à la pêche, il faut aussi être préparé pour après, si la personne vous dit, OK, on s'appelle la semaine prochaine, si vous décrochez ça, bah là, vous avez 1 minute pour que la personne se dise, ouais, OK, je continue à discuter avec, je perds pas mon temps. Et après, vous avez 1/4 d'heure, 20 minutes pour faire un peu plus de pitch. Soyez préparés, très préparés. Donc, Olivier, si on poursuit l'échange, donc on a parlé du CV, on a bien préparé le CV, on a bien fait le fameux chapeau, on a fait notre réseautage, on est allé au culot, on a réussi à décrocher ce fameux entretien et il y a beaucoup de questions sur les entretiens, Olivier. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner des conseils pour bien réussir un entretien? Qu'est-ce qu'attend un manager d'un futur MSL potentiellement? Alors, je ne généraliserai pas non plus. Moi, j'ai ma façon d'être. On a tous sa façon d'être. Mais grosso modo, déjà, donc c'est ce que je dis, la préparation. En amont. Ça commence en amont. C'est pour quelle boîte vous allez travailler. Alors, vous n'avez pas toujours. Mais souvent, quand même, vous avez il y a des pistes. Des pistes. Donc, la job description qui existe. Vous la lisez. Vous la comprenez. Vous lisez entre les lignes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils m'ont demandé de travailler en équipe. Ils insistent beaucoup là-dessus. Ils insistent plus sur le domaine médical. Ils insistent sur certaines compétences. L'empathie, c'est un mot qu'on dit assez clairement, mais c'est des mots tendance, c'est des mots importants. Travaillez tout ça. Travaillez tout ça, tous ces mots clés. Et vous dire quels mots clés sont dans le job description qu'il va falloir que je ressorte. Ça, c'est très important. Après, ce qui est important, c'est votre posture. Donc, quand vous arrivez, donc vous êtes habillé en dimanché, comme on dit, pas comme moi en ce moment, vous arrivez. Non, mais c'est important. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. La nature humaine étant ce qu'elle est, la posture, l'apparence, c'est comme ça qu'on voit les gens en premier. Avant qu'ils parlent dans la rue, vous voyez quelqu'un, vous voyez d'abord à quoi il ressemble avant de voir, de savoir si c'est qui il est. Et on peut avoir des appétences, des choses comme ça. Donc, votre posture pro,
essayez d'être sûr de vous. Moi, j'en ai vu qui tremblaient, j'en ai vu qui… Bon, après, ça dépend de la personne que vous avez en face. Entraînez-vous aussi avec des personnes, vos conjoints, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos parents, tout ce que vous voulez. Entraînez-vous aussi parce que… Et demandez-leur de vous déstabiliser, peut-être pas la première fois, mais au fur et à mesure. Donc, préparez-vous. Assia elle s'en rappelle encore. Ah non, j'ai adoré notre entretien. Tu m'as challengé, moi j'aime beaucoup comme challenge. Ben, c'était des questions, c'est-à-dire préparez-vous à tout et préparez-vous à des questions qui ne sont pas sur la science. Après, une fois que vous allez vous présenter, soyez sobre. Ne parlez pas pendant 10 minutes de la science. Votre parcours, vous le résumez très rapidement. Alors, je sais que c'est triste, hein, toutes ces années d'études pour résumer en 2 minutes votre parcours. Mais ce qui vous intéresse après, c'est vos envies. Pourquoi vous voulez venir? Moi, c'est une question que je pose souvent. Qu'est-ce que vous cherchez? Des fois, il y en a, ils ne savent pas vraiment ce qu'est le métier de MSL. Ils ne savent pas ce que c'est que le métier de Medical Advisor. Ils n'ont pas cette connaissance. Donc montrez que vous avez des bonnes raisons de venir travailler dans l'industrie pharmaceutique. Parce que les patients, notamment, c'est évident, c'est très clair. On a tous, toutes les boîtes pharmaceutiques ont Patient Centricity écrit en grand partout. D'accord? Et maintenant, c'est ajouté Customer Centricity un peu partout. Donc, le monde hospitalier. Donc, parlez de vos envies avec vos mots à vous. Je ne vais pas vous donner des mots spécifiques, mais avec vos mots à vous. J'ai envie de rentrer dans l'industrie pharmaceutique parce que j'ai travaillé beaucoup dans la recherche. Et effectivement, ce qui me manquait, c'est comment je traduisais tout ce que je faisais en quelque chose de beaucoup plus pertinent directement pour les patients. Patient, un mot important. Professionnel de santé, médecin. Vous adorez l'hôpital. Il faut l'aimer l'hôpital hein, pour être MSL, Medical Advisor. Je suis très curieux sur l'aspect médical, la science. Je m'intéresse. Si vous savez des choses sur l'air, moi j'écoute très vite. Si je fais sur du cardio-métabolisme, si quelqu'un me parle, je sens qu'il a déjà un background, qu'il s'est renseigné, et même si je sens qu'il s'est renseigné juste avant, je me dis au moins il est intéressé. Au moins il a fait un effort. J'en vois qui arrive. Bon, on va vous parler du diabète, par exemple. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je caricature un petit peu. Donc ça, ce sont des points importants de connaître aussi l'aire thérapeutique. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est plus compliqué. Mais renseignez-vous et n'hésitez pas de dire, voilà, et aussi pour vous, pour votre formation, de discuter avec des médecins, parce que vous pouvez aussi discuter avec des médecins, ça vous donnera quelques billes, on va dire, pour savoir ce qu'ils recherchent d'un partenariat avec l'industrie. Donc ça fait partie des choses importantes. Après, vous allez avoir… donc moi, j'ai posé ce genre de questions. D'ailleurs, Assia, que j'avais posé, sur comment elle percevait l'hôpital actuellement. Qu'est-ce qu'elle voyait comme barrière, les difficultés du métier. Donc, si quelqu'un me dit, on va voir les médecins, c'est pas très compliqué, et puis on leur présente les données, non, il faut qu'ils vous ouvrent la porte. Donc, montrer qu'on a cette compétence, déjà qu'on est déjà conscient qu'on travaille dans un environnement complexe. Réglementé. Comment, pardon? J'ai des réglementés aussi. Et très réglementé. Alors ça, c'est l'aspect réglementé. Ne commencez pas, effectivement, c'est un point important, à vouloir faire, si je peux me permettre, les cow-boys. C'est très réglementé. On a des réglementations très importantes. Donc là, on veut des gens aussi qui, grosso modo, qui suivent le cadre. Ça, si vous commencez… Bon, après, c'est pas un problème généralement qu'on a dans les premiers échanges. C'est rare que j'ai rarement vu quelqu'un me dire, écoute, je vais faire ce que je veux, et puis j'y vais, je rentre dans les hôpitaux, je ouvre la porte, etc. Mais montrer qu'on a conscience de ce milieu, du milieu hospitalier. Ça, c'est très important. Après, donc le mot-clé, je vous ai dit, apporter le bon traitement au bon patient, ça c'est le rôle du MSL. On n'est pas là pour faire de la vente, on n'est pas là pour faire du business, on est là pour travailler, pour appliquer une stratégie. Donc ça, c'est important que vous le sachiez aussi et que vous puissiez placer ce genre de phrases. On est là aussi pour suivre une stratégie. Le MSL, grosso modo, il y avait le MSL 1.0 qui était le MSL qui faisait de la science. Il arrivait, il présentait la science, il présentait ses données, au revoir, merci,
on se revoit la prochaine fois ou on se revoit pas. Voilà. Ça, c'était au début. Ça, c'était il y a 15 ans quand ça a commencé les boulots de MSL. Après, on a des MSL qui se mettent à faire des activités, des réunions régionales, etc. Donc, il a fallu qu'ils s'adaptent et qu'ils sortent un peu de leur zone de confort, qui était juste la science ou la médecine. C'est plus de la médecine qu'on fait, des données médicales. Et puis maintenant, on va rechercher des gens qui soient plus dans la stratégie, qui puissent travailler en équipe, sur le terrain, avec toutes les autres forces de terrain. Donc ça, c'est aussi quelque chose, des mots-clés à véhiculer. Donc la capacité de travail en équipe, très important. L'autonomie. Le MSL est autonome. Faites très attention. Il n'est pas indépendant. Et ça, c'est souvent des choses qu'on a chez certains MSL, c'est-à-dire qu'il travaille tout seul dans son coin, et puis on ne sait pas ce qu'il fait. Moi, ce que j'aime d'un MSL, c'est que le MSL, il faut aussi 3 choses clés. C'est les oreilles, ce sont les oreilles, les yeux et la bouche du labo. Quelque part, c'est le MSL qui va aller parler de nos données, mais qui va aussi écouter et qui va aussi voir ce qui se passe, qui va comprendre ce qui se passe. Alors, c'est beaucoup écouter. Donc, on a besoin de ça, ces gens qui vont avoir une capacité d'écoute active, comme on dit, et on va le voir aussi dans la façon dont vous vous comportez dans l'entretien. Si vous écoutez bien, si vous répondez bien aux questions, voilà. Le MSL, c'est un rôle de, voilà. Moi, j'ai mon message, vous avez votre perception, mais j'ai le droit de poser des questions. J'ai le droit d'essayer de comprendre. Évidemment, on n'est pas là pour challenger dans le sens business, mais on est là pour comprendre s'il a des objections, pourquoi, et est-ce qu'on peut l'aider à comprendre un petit peu mieux. Donc ça, c'est important. Donc cette autonomie est importante, cette indépendance, non. Le MSL ne travaille pas tout seul. Le MSL va travailler, donc que vous aimez travailler en équipe, que vous aimez travailler sur les aspects stratégiques, ça c'est important. Comprendre les enjeux d'abord du produit et les appliquer dans la mesure de la compliance dans ma région. Après, c'est vraiment les enjeux majeurs pour moi dans les mots-clés qu'on doit sortir, si je peux dire. Après, effectivement, si vous avez déjà sorti tout ça lors d'un premier entretien, on va se dire « Ah, c'est pas mal quand même ». Là, c'est quand même quelqu'un déjà qui a bossé, qui est au courant de ce qui se passe. Après, ça dépend des boîtes, là encore. Là, je vous parle de mon expérience personnelle, mais grosso modo, quand même, c'est ce qu'on cherche. Alors, juste, Olivier, petite question. Si toi, tu me poses un entretien une question hyper compliquée, tu me mets en situation, je ne sais pas en vrai quoi te répondre, tu apprécierais plutôt quelqu'un qui va quand même essayer de creuser, de faire des hypothèses et tout, ou quelqu'un qui te dit je ne sais pas. Quelqu'un qui dit aucun problème, quelqu'un qui dit je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut savoir parfois dire je ne sais pas. Vous avez le droit de passer. Ah ouais, non, celui qui essaye de m'enfumer, la plupart du temps, je le prends assez facilement. Non, mais j'ai de l'expérience. Donc, je veux dire, sur le médical, surtout si c'est un jeune qui débute, il suffit que je pose 2-3 questions et ça va être radical. Quelqu'un qui me dit je ne sais pas, mais je suis curieux d'apprendre. Alors ça, c'est un autre point, curieux d'apprendre. Là, ça m'intéresse. Une question, s'il vous plaît. Ouais. Allez-y, Aziz. Oui. Alors, est-ce que pendant l'entretien, vous disqualifiez quelqu'un qui n'a pas l'expérience dans l'ère thérapeutique recherchée? Non, parce que… Et je crois que c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens cherchent l'expérience par défi. Excusez-moi, on voit que maintenant, les postes porteurs, l'ère thérapeutique porteur en ce moment, 95%, si ce n'est pas plus, c'est l'onco et c'est les maladies rares. Oui. Voilà. Donc, du coup, les offres, c'est surtout les MSL dans ceux ou Medical Advisor, mais c'est dans l'ère thérapeutique. Et ils vous demandent de l'expérience dans l'ère thérapeutique. Alors, vous pouvez être un bon MSL ou médical en cardio, métabole et tout, mais on ne vous recrute pas parce que vous n'avez pas l'expérience. Est-ce que vous pensez que c'est quelque part injuste? Parce que la personne peut s'investir pour un peu s'améliorer sur l'ère thérapeutique. S'il a la motivation derrière, il connaît bien le métier. Dans le recrutement, moi, quand je recrute quelqu'un, ce que je vais rechercher, c'est la complémentarité dans mon équipe. Donc, parfois, je vais être amené à recruter des gens seniors. C'est-à-dire la complémentarité, parce que c'est important ce que vous dites là. Sur quel plan la complémentarité? Par exemple, si j'ai un trou, par exemple, sur la science, tu vois, si j'ai une équipe où j'ai des gens, quelqu'un qui est très bon en communication, ça arrive. D'accord. Si j'ai des gens qui sont, il me manque, je me dis, là, ce qui me manque, c'est quelqu'un qui puisse nous aider à cranter sur les nouvelles technologies.
de communication. Quelqu'un qui va pouvoir travailler là-dessus. Et c'est là aussi on rejoint un petit peu les biotech, par exemple, les gens qui ont travaillé dans ça. Ça, c'est des choses qui peuvent être valorisées. Là, je vais me dire, un PhD, ça peut être pas mal parce que généralement, vous n'avez pas de problème avec tous les outils modernes de communication. Mais sur beaucoup de MSL expérimentés qui ont, on va dire, les quadras plus, ça, ils l'ont pas forcément. Mais pour revenir à ce que tu disais, si tu décroches un entretien, si je t'amène à l'entretien, c'est que je pense que ton CV, il match. D'accord. Donc, si tu viens à l'entretien, c'est que je sais que tu es un candidat. Moi, dans les gens que je vais voir, en général, c'est 3-4 personnes. 3-4 personnes. Généralement, dans les 3-4 personnes, j'ai trouvé la bonne. Donc, en ayant bien fait le tri en amont. D'accord. Mais c'est l'entretien. Et après, si vous avez, on peut aller plus loin, si vous avez le poste, faut vous défoncer parce que vous avez une période d'essai. Ah, c'est clair. Et après aussi, mais voilà. Bien. Merci, hein. Merci. Et donc, je rajouterais une dernière question sur cette partie-là. Tu sais que bon nombre des participants n'ont pas forcément d'expérience en tant qu'MSL. Qu'est-ce qui va faire, Olivier, que toi, tu vas recruter un junior? Qu'est-ce qu'un junior peut t'apporter de plus que quelqu'un qui a déjà de l'expérience? Ce qui va m'apporter, c'est sa naïveté, gentiment, c'est qu'il va me challenger, qu'il va me dire, Olivier, vous travaillez d'une façon bizarre quand même. Pourquoi? Tu vois, il y a des trucs qu'on fait nous depuis des années, forcément. Alors, je sais pas, vous organisez des réunions, vous envoyez des emails à telle personne, enfin je prends des exemples, c'est même dans d'autres domaines, hein. Vous envoyez des emails ou un département dans votre labo envoie des emails à tout le monde, à 10 000 médecins, je vais dire des bêtises, vous voulez une agence, etc. Mais pourquoi vous faites ça? Et puis là, on va se dire, effectivement, on fait ça depuis des années. Et là, je vais avoir quelqu'un qui va nous dire, ah ouais, vous pouvez peut-être faire différemment. Avec sa naïveté et sa candeur, je vais dire. Donc ça, c'est une de vos grandes forces. Et ça, si vous aussi dans l'entretien, placez que vous avez cette envie de partager et d'apporter justement un regard neuf, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Très clairement. On a besoin de gens très agiles. Ça va très très vite dans le médical. On en parlait de la compliance, mais tous les moyens de communication, la Covid a changé beaucoup de choses. Donc, ça va très vite. Donc, on a besoin de gens aussi qui soient hyper agiles, hyper plastiques dans leur cerveau. Mais voilà. Après, et là encore, on revient à la job description où on peut mettre parfois des choses. Moi, la job description, là, j'ai un poste de recrutement qui est plutôt pour quelqu'un de senior parce que j'en ai besoin. Parce que j'ai besoin spécifiquement de ce profil. Mais j'ai aussi des gens plus juniors dans mon équipe. Mais c'est pour ça que c'est au moment aussi où ça arrive. On revient toujours au même, on tourne un petit peu en boucle, mais c'est normal. Jetez un coup d'air à mon CV alors. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Donc après, on a des profils. Après, ce qui se passe dans un recrutement, on a notre profil idéal. Juste pour vous dire aussi, notre profil idéal, on se dit voilà, on veut telle expérience, on veut quelqu'un qui est fait dans un autre département, etc. Et puis après, effectivement, on peut s'apercevoir que ce profil-là n'est pas disponible actuellement. Et on va ouvrir notre champ des possibles. Merci. Je peux poser une question? Il y a pas de question. Il y a une question ou pas sur la partie entretien? Marine, peut-être? Oui, j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire. Entre le senior et le junior, effectivement, est-ce que si le junior arrive à trouver un profil sur LinkedIn, par exemple, d'un MSL de l'équipe même, est-ce que c'est un avantage et qu'on peut le placer en entretien en disant, voilà, moi j'ai pu discuter avec cette personne, je sais comment est l'un de mes futurs collègues. Et voilà, on a parlé pendant 1 heure, 1 heure et demie, on a parlé de professionnel, pas professionnel, et ça match. Ça, c'est un point qui est... Ouais, mais forcément, grosso modo, c'est-à-dire si tu as contacté un MSL de mon équipe, il va t'avoir recommandé. Oui. Donc, mais c'est bien de le placer et il va m'avoir parlé parce que je vais l'appeler. Je dis, ah bah oui, mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il a comme qualité? Qu'est-ce que t'as vu, etc. Bon, s'il m'en parle, c'est qu'il le voit bien dans l'équipe. C'est quelqu'un qui l'a parlé dans l'équipe. C'est ça, hein. Et, mais ça, c'est un point intéressant. Alors, c'est un autre point que tu mentionnes, c'est de parler d'une façon où aussi on peut se projeter en disant, voilà, moi dans l'équipe, voilà ce que j'apporte. Tu vois, peut-être plutôt qu'utiliser le conditionnel, voilà ce que j'apporte, voilà ce que je veux. C'est pas très simple, c'est aussi en fonction de vos caractères, il faut que vous vous sentiez quand même à l'aise. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas à l'aise, ça se voit. Oui.
Et on recherche pas forcément, on recherche aussi des personnalités. Enfin, moi, je recherche des personnalités différentes aussi dans l'équipe. Si j'ai des introvertis, je vais peut-être chercher un plus extraverti, ou vice versa. Parce que moi, mon objectif, c'est que mon équipe, elle grandisse, elle progresse tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut toujours progresser. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas m'apporter toi là-dessus? Et on est tous un peu pareil. Là encore, on revient à la vitesse à laquelle ça va désormais. Donc, il faut qu'on ait des gens qui tirent et qui nous poussent et qui nous tirent pour qu'on aille plus vite. Qui amènent de nouvelles compétences, c'est ça. De nouvelles compétences, une nouvelle personnalité aussi. Je te dis, ça peut être une personnalité. Après, soyez très attentifs à la personne que vous avez en face. Oui. Vous allez avoir des personnes très déstabilisantes. Observez beaucoup la personne. Oui, et ne vous découragez surtout pas, parce que parfois, on peut avoir un body language aussi, on est crevé parfois. On peut vous voir, on est en fin de journée, on est crevé. Et le body language ne peut pas non plus être toujours très engageant. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content. D'où l'intérêt d'être succinct, d'être clair, précis. D'accord. Et du coup, là, par exemple, vous disiez que vous cherchez un senior. Est-ce que finalement, dans les personnes que vous allez avoir en entretien, ça sera que des seniors où vous dites, peut-être je vais laisser une chance à un junior au cas où sur les 4 personnes en disant on ne sait jamais, ou vraiment finalement, si c'est senior, c'est senior, quoi. Tout est possible. C'est-à-dire, si j'ai le profil de quelqu'un qui a fait un parcours exceptionnel, qui arrive justement à m'attraper l'œil, mais je focus pas dessus, puisque je focus, moi, mon regard, là, actuellement, j'ai reçu des CV, de personnes à qui je vais répondre ici notamment, je réfléchis un petit peu. Mais c'est pas mon profil idéal. Donc, je vais quand même attendre que les RH reviennent vers moi, parce que ils cherchent un petit peu, en me proposant mes profils idéaux, que je vais privilégier. Mais si j'en ai 2 ou 3, je vais peut-être mettre quelqu'un en plus. C'est ouvert, le jeu est ouvert. Oui. On n'est pas pour vous un senior. Un senior, ça dépend du poste. C'est-à-dire un senior, ça dépend du poste qu'on veut. Ça dépend ça peut dépendre de l'endroit. Ça, c'est aussi un point très important pour vous. C'est votre flexibilité. Si vous habitez à Lille pour un poste dans le sud, ça va pas être simple. Si vous êtes sur Paris, ça aide pour aller un peu partout. On sait que c'est comme ça. Et si la personne accepte de déménager, ça ne pose pas de problème. Si? Non, ça pose aucun problème. Voilà. Mais voilà, c'est un espèce d'engagement que vous avez aussi moral. Ça, c'est très clair. Parce que dans une région, sinon, vous faites beaucoup de déplacements et puis ça a plus de coûts et puis c'est plus compliqué, etc. Après, certains peuvent le faire. Mais l'aspect régional est important aussi. Je ne vais pas parler du fait que vous devez avoir le permis. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est clair. Ça, ça arrive. On a une question de Samuelé. Le temps file. Samuelé, tu veux poser ta question? Bonsoir tout le monde. Non, c'était plus une remarque par rapport à... J'avais tombé sur ce qu'avait dit Olivier. En compétence, c'est une chose, mais aussi des fois, c'est par rapport à la personnalité, c'est complémentaire par rapport à la personnalité. Or, si on ne fait pas partie de l'équipe, comment on peut se projeter en sachant la personnalité, parce que je me vois mal poser la question, Monsieur Simon, dans l'équipe, vous êtes plutôt comment? Ils sont sympas ou c'est tous de gueule? Ils font tous la gueule. Non, de toute façon, pour vous, quand vous voulez rentrer dans l'industrie pharma, même si vous tombez sur quelqu'un avec qui vous pensez que ça ne matche pas, je pense qu'il faut y aller. Autant après, c'est super important. Autant au début, comme je l'ai dit, il faut rentrer. Donc même si vous tombez sur un tortionnaire, il n'y en a pas beaucoup, il faut y aller, quoi. Après, d'où l'intérêt d'appeler justement d'autres MSL. Vous allez sur LinkedIn, vous trouvez, si vous avez le nom de la boîte, vous trouvez d'autres MSL et vous les appelez. Moi, j'en ai une, elle arrête pas de me faire ça et j'en ai même plusieurs. Mais c'est top parce que je vais tomber sur au moment. Après, j'augmente aussi mon panel de gens que je pourrais contacter pour un profil spécifique à un moment où j'en aurais besoin. Après, vous avez les grosses pharmas où on recrute plus, les petites pharmas où ça recrute moins, mais les petites pharmas vont peut-être, ou les biotech vont plus prendre des profils juniors. Yes. On a une question de Samia. Samia, une petite question rapide, bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a des périodes qui sont, on va dire, un peu plus propices par rapport au recrutement des MSL, ou c'est vraiment laboratoire dépendant? C'est laboratoire dépendant, c'est tant que tout ça se met en place, non, il n'y a pas de période. C'est des périodes, grosso modo, on recrute des MSL
2 ans avant le lancement d'un produit, 2-3 ans grosso modo. Donc ça, c'est pas facile pour vous de le savoir. Et puis après, si vous êtes sur une grosse boîte, ils ont des produits en permanence. Si vous êtes sur des plus petites boîtes, ils ont moins de produits. Donc là, vous pouvez quand même suivre l'actualité, ça peut aider, mais c'est pas un facteur majeur. Il n'y a pas de saisonnalité du recrutement. L'âge, c'est un facteur important. Pas à ma connaissance. Et est-ce qu'une expérience de medical advisor peut être disqualifiante en fait pour un poste de MSL? Ah non, au contraire. C'est Au vrai? contraire, c'est une expérience dans l'industrie pharma. Donc, Parce que c'est mon cas en fait, c'est mon cas, mais du coup, j'arrive pas encore à décrocher un poste de MSL. Et ce qui m'est reproché souvent, c'est mon manque d'expérience sur le terrain. oui, mais c'est justement une opportunité. Oui, oui, je sais bien. Non, mais je sais que c'est pas facile. Mais après, ça dépend. Là encore, vous allez tomber sur des profils, vous allez tomber sur des recruteurs, des gens qui sont très, ils ont leur truc, ils iront pas ailleurs. Donc, perdez pas trop de temps entre guillemets, mais vous pouvez pas le savoir avant. D'accord, ok. Mais un poste de quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans l'industrie pharma, Mhm. ça se valorise. Mais rien ne, là encore, il y a beaucoup de postulants. D'accord. Donc, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer parce que, La concurrence. et ouais, il y a la concurrence. La concurrence, là, vous êtes, je vais pas vous faire peur, mais vous êtes tous en concurrence quelque part. C'est clair. Et vous trouverez la grande majorité, vous trouverez chaussures à votre pied. Mm. Ceux qui se trouveront le plus, c'est ceux qui auront le plus de culot et qui auront le plus, qui n'arrêteront pas, quoi. Persévérance, résilience. La persévérance. Et les stages, n'oubliez pas les stages. Si vous n'avez pas fait le DU ou si vous le faites, n'oubliez pas. Ça peut être un très bon moyen. De mettre un premier pied dans l'industrie. Ah, et le pied. Donc, Pied dans la porte. c'est le deuxième. Je sais que le temps file, il est 19h12. Alors, je ne sais pas si on peut garder une dernière partie ou pas. Je ne sais pas, Olivier, je ne sais pas tout le monde. Moi, ça me pose pas de problème. Bon, la dernière partie que j'avais prévue, il y avait des questions dessus, c'était vraiment sur le métier d'un MSL en soi. Comment est évalué un MSL? Quelle est une journée type d'un MSL? Quelles sont les grosses difficultés que rencontre les MSL? Il faut dire aussi la réalité sur le terrain, hein, parce qu'il y a plein d'avantages et je pense que tout le monde les connaît, on ne va pas les citer sur le métier de MSL. Mais voilà, en vrai, voilà, c'est quoi? Comment un MSL est challengé sur le terrain? C'est un très bon point parce qu'on ne devient pas MSL. Enfin, c'est un engagement MSL. C'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui va habiter généralement proche d'une grande ville parce qu'il se rapproche des moyens de transport, qui va avoir en fonction des entreprises, des produits, etc., qui peut avoir un quart de la France, parfois un demi, parfois toute la France entière quand il est sur des maladies très rares, qui peut avoir un dixième de la France. Enfin bon, ça peut être des zones géographiques plus ou moins grandes. Donc déjà, c'est contraignant, c'est beaucoup de déplacements. Donc ça, il faut tenir ça en compte parce qu'après, quand on a une vie de famille, etc., il faut tenir ça en compte. C'est très important. Le MSL, il n'est pas statique. Il a un métier où il va devoir aller voir des professionnels de santé qui n'ont pas besoin de nous. Nous, on y va d'abord à leur demande. Bon, après, on travaille aussi avec les forces de vente, etc., pour leur présenter des données cliniques, recueillir ce qu'ils pensent, etc. Il y a plusieurs façons. Ça peut être des boards régionaux, ça peut être des réunions sur certains labos, etc., des réunions médicales, scientifiques, peu importe le nom. Ça peut prendre beaucoup d'aspects. Donc, le MSL, il va devoir organiser ces réunions aussi. Quand il va contacter un médecin, alors, c'est le médecin qui doit contacter pour initier l'événement, qui doit vous proposer. Et puis, d'abord, ça veut dire qu'il vous fait confiance, parce que s'il va vous demander à vous et pas un autre MSL ou pas un autre labo, ça va être différenciant. Première qualité, c'est que la personne vous apprécie, c'est vous. Si vous arrivez en étant arrogant, ce qui est rare, ce qui peut arriver, en a l'impression de tout connaître, les gens qui nous expliquent, moi quand j'étais de l'autre côté, qui m'expliquaient la médecine, généralement, quand ça arrivait, hein, je peux vous dire qu'il y a des gens qui étaient très bons pour nous expliquer la médecine, notre métier. Bon, mettez tous vos patients Alzheimer dans l'IRM, ça me faisait bien sourire parce que je leur disais, vous savez ce que c'est qu'un patient Alzheimer, vous savez ce que c'est qu'une IRM, comment je fais moi? Donc voilà, c'était des trucs comme ça. Donc, votre présentation, très important aussi de se différencier des forces de vente. Donc l'aspect, si vous voulez, un peu, je ne veux pas dire un peu froid, mais très pro, très. Je dis pas que les forces de vente sont pas pro, mais ils peuvent se permettre plus de fantaisie, on va dire. Là, moins de fantaisie. Il faut vraiment qu'on vous différencie. La grande difficulté pour certains médecins encore, c'est de différencier par rapport aux forces de vente.
Il y a plein d'aspects. Donc, vous allez vous retrouver chez des médecins qui ne vous attendent pas. Il y a le like, est-ce qu'on apprécie la personne pour travailler avec elle? Donc ça, c'est très important. Votre crédibilité scientifique est très importante. On ne ment pas, on n'extrapole pas, on n'est pas à dire, vous avez vu, ces résultats sont superbes. Non, on ne dit pas ça quand on est MSL. On dit, c'est les médecins qui vont vous le dire. Ou pas, ou pas. Mais vous annoncez la science telle qu'elle est, les données. Mais vous écoutez aussi. Après, rien ne vous empêche d'interagir. Ça, c'est ce qu'on va demander. C'est ce qui est le plus difficile pour quelqu'un qui a un background médical ou scientifique. C'est de discuter avec le médecin, pas dans la discussion classique, quoi. Si le médecin vous pose une question, vous pouvez poser une question. Quand vous faites un staff, par exemple, donc ça fait partie du travail du MSL, faire des staffs hospitaliers, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous n'en avez pas? Donc, il faut aussi un petit peu, faut pas hésiter à déclencher ça. Si vous êtes froid et que vous allez rester 15 minutes et qu'il n'y a pas une seule interaction, je peux vous dire que le retentissement que vous avez fait, ils vont vous oublier tout de suite. Mais vous avez le droit de rendre ce staff interactif. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous devez comprendre aussi, là, vous êtes là pour aider le médecin à prescrire le bon produit. Et c'est pas simple. Vous êtes face à des gens ils font pas que ça. On n'est pas leur priorité. Donc, devenez leur priorité. C'est ça la difficulté du boulot de MSL. C'est qu'ils vous trouvent suffisamment pertinent pour vous contacter, pour avoir envie des échanges avec vous. Alors, il y a différentes façons de contacter les gens. Hein. Il y a différentes, on a des moyens pour faciliter. Ça peut être, parfois, ils vous demandent, ils vous disent, voilà, j'aimerais que vous reveniez. Donc là, il faut le documenter. Enfin bon, il y a tout un aspect compliance qui est très important. Il y a une charte, je crois que, je me demande si Marivelle l'a pas posté, il y a une charte du MSL que vous pouvez lire aussi, qui est importante à lire aussi peut-être dans vos entretiens, justement. Il y a des aspects réglementaires sur lesquels on ne veut pas déroger. Vous respectez les réglementations. D'accord? Vous avez des logiciels qu'il vous faut remplir vos activités, etc. Vous le faites. Quand vous faites une réunion, il y a des contrats à faire, il y a des choses comme ça, il y a des règles. Quand vous invitez un professionnel de santé, ça peut arriver, il y a des montants à ne pas dépasser si vous l'invitez à manger. Donc tout ça, c'est toute une contrainte qu'il faut accepter. Et plus vous êtes accepté là-dessus, plus vous êtes tranquille là-dessus. Plus vous êtes à l'aise avec ça, plus vous êtes tranquille là-dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les aspects réglementaires, de toute façon, venez pas dans l'industrie pharma. Ouais. Parce que là, vous allez pleurer. On est très réglementé. Pour des bonnes raisons, on est réglementé. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et c'est une très bonne chose. Alors ça, moi, j'en suis convaincu. Absolument. Ça a permis de se passer quelque chose il y a des années qui n'existent plus. Et c'est très bien. On fait partie des industries, je pense, le plus surveillées, et tant mieux. C'est ça. Après, donc, dans vos qualités, ça va être aussi donc ce travail d'équipe, cette capacité d'interagir avec les autres forces de terrain. De travailler avec eux, vous travaillez avec les mêmes professionnels de santé. Donc, c'est réglementé aussi. On peut pas tout faire. On peut pas tout se permettre. Mais on peut quand même communiquer, notamment pas forcément avec les délégués, mais avec les directeurs de région, pour s'aligner, pour discuter, pour échanger, parce que là encore, vous avez vu un même professionnel de santé. Donc ça, c'est des choses qu'on va vous demander de faire. Donc la vie du MSL, c'est avoir son bâton de pèlerin, c'est d'aller voir les médecins, d'être très souple. Parfois, dans certains labos, on va vous demander d'aller dans des endroits un peu reculés. Enfin, on va vous demander, en tout cas dans vos cibles, entre guillemets, il n'y a pas vraiment mais dans les gens que vous êtes amenés à voir, c'est-à-dire qu'on va vous dire, vous focalisez essentiellement sur les PUPH ou, tiens, il y a aussi des cliniques, c'est des experts de toute façon, soit des experts scientifiques, soit des experts médicaux, ça peut être des gens qui suivent, beaucoup de patients, et donc forcément, vous êtes des potentiels. Voilà, c'est des gens qui sont des experts, et donc, pour lequel un entretien, une discussion d'expert à expert, entre guillemets, vous êtes expert produit, lui il est expert de la maladie. Est-ce qu'un président d'association est considéré comme un expert? On doit vous considérer comme un expert, ouais, au bout d'un moment. Alors ça se fait pas tout de suite, mais ça doit être un expert plus. Ouais. C'est-à-dire que l'expert, s'il n'a pas ce côté relationnel, les médecins, c'est direct maintenant. Ils n'ont pas de temps à perdre, de moins en moins. Tout ça, c'est fini. Donc, on est direct, on lui apporte quelque chose. S'il a un échange avec vous, il faut que ça lui apporte quelque chose. Absolument. C'est plus que c'était avant, et tant mieux là encore. Il ne vous reçoit pas parce qu'il n'a plus le temps. Donc, comprenez ces contraintes. Je ne peux pas. Il y a des médecins qui disent, est-ce que vous pouvez venir me voir à 19h30 Ah ouais.
c'est à 300 km de chez vous, bah, vous allez dormir à l'hôtel. Adapté. C'est ça le métier de MSL. Mm. Et l'autre, il va dire, bah, moi, 7h30, je reçois à 7h30 du matin. Pour peu que les deux se combinent à la suite. Voilà. Donc la vie du MSL, c'est une vie aussi après d'interaction avec le siège. Donc bon, évidemment, il y a à apprendre toutes les données cliniques, bien connaître les données cliniques, les données des études, vous devez les connaître sur le bout des doigts. Ça, c'est très clair. Pour pouvoir répondre à un maximum de questions, on ne pourrait jamais répondre à tout. Il y a toujours la question que... Mais vous devez pouvoir répondre à tout, et ça, c'est votre crédibilité. Et puis, vous n'êtes pas des ventes. Donc ça, c'est votre crédibilité aussi. C'est-à-dire, c'est de pouvoir dire... de donner vraiment une information. Alors les ventes aussi, hein, donc généralement des informations vraies, mais vous êtes exhaustif. Vous êtes exhaustif. S'il y a des effets indésirables de votre produit, eh bien, vous en parlez. Il faut les présenter parce que c'est important. Donc voilà, mais un métier de contact, un métier d'écoute, beaucoup d'écoute. Très important. C'est là où c'est difficile. Vous sortez d'un entretien, le délégué, il va passer peut-être 5 à 10 minutes. Vous, souvent, vous allez passer une demi-heure, 45 minutes, parfois 1 heure. Donc, normalement, vous êtes crevé après une discussion avec un professionnel de santé. Et vous allez en voir 1 ou 2 dans la journée maximum. Sauf si vous faites un staff ou une réunion spécifique, où là, vous allez en avoir plus. Alors, une question qui revient à la fin, si vous arrivez à décrocher l'entretien, c'est les prétentions salariales. Ah, ça, c'est un très bon point. Voilà, et est-ce que, parce que parfois on a très peur d'annoncer quelque chose, on va se surestimer et ça peut être un motif d'être recalé, ou parfois on se sous-estime. Et là, on tombe dans le piège ou ne pas avoir un salaire correct. Malgré que les laboratoires, je sais qu'ils ont une grille salariale, de toute façon, qu'ils l'appliquent. Exactement. Il y a des grilles salariales et de plus en plus, qui sont de plus en plus, ce que vous trouverez moins dans des petites structures, dans des startups où ils n'ont pas forcément encore mis ça en place, mais généralement, ils ne payent pas plus. Il y a une grille salariale, donc vous avez un pouvoir de négociation qui n'est pas énorme. Et là encore, votre premier emploi, prenez-le, c'est ce que je peux vous conseiller. Vous pouvez demander un peu plus, hein, dans le domaine du raisonnable. Je vais dire un truc, on vous propose... Mais c'est quoi le minimum à demander, ne pas descendre au-dessous? Donc, c'est ça la question. Ça va dépendre pour de la ne structure. pas se dévaloriser quelque part. Personne ne vous dévalorisera. Enfin, très peu, à part peut-être dans les startups. Mais là, vous avez plus de pouvoir de discuter. Si vous n'avez vraiment pas d'expérience, donc une expérience dans la... Pardon, vous avez beaucoup d'expérience, mais pas dans l'industrie pharma, vous allez être aux alentours de 40, je veux dire une fourchette, mais vraiment au hasard, enfin vraiment approximatif, 40, 50 000. Donc, mais ça peut être plus, ça peut être moins, je pense que c'est assez rare. Mais voilà, c'est la fourchette. Après, vous avez aussi une vie, vous avez aussi certains des enfants, certains ont des frais. Donc ça, vous pouvez aussi négocier pour avoir un peu plus, mais vous n'aurez pas un delta énorme. Ouais. Pas en étant débutant. Après, votre expérience, plus vous aurez d'expérience, plus ça se valorise. Oui. Ça, c'est clair. Plus ça se valorise. Mais faites ces premiers pas d'abord. Mettez un premier pas. Non, mais c'est important parce que c'est une question qui revient très souvent. Oui, mais c'est une question. Voilà. Après, n'oubliez pas que dans les entreprises, souvent, vous avez, en tant qu'MSN, normalement, vous avez une voiture de fonction. Ouais, c'est un avantage. Hein. Donc, ça rend. Ah, vu le prix de l'essence en ce moment. Le prix de l'essence, vu le prix d'une potentielle réparation qui vous tombe sur le coin du nez, parce que voilà. Voilà, ça, le parking, le tout, le payage et tout, c'est énorme. Exactement. Discutez en termes de package, il y a des bonus. Là, vous mettez ça plutôt dans les entreprises traditionnelles. Ça peut être plus compliqué dans des startups. Mais ça fait partie du package. Donc, il y a des avantages comme ça. Certaines boîtes font des 13e mois, des 14e mois. Pensez que quand vous sortez directement de l'académique, vous n'avez pas beaucoup d'avantages. C'est clair. Moi qui ai travaillé aussi pas mal dans l'académique, on va dire, et dans l'hôpital, les avantages, la voiture de fonction, je n'avais pas. Hein. Les conditions de travail, ce n'étaient pas les mêmes. Hein. C'est-à-dire que là, si vous travaillez un dimanche, vous le récupérez rapidement quand vous êtes MSL. Quand vous êtes à l'hôpital, c'est chaud. Hein. Donc voilà. Donc le package, il est gros. Hein. Il est plus important que vous pouvez le voir juste par le salaire. Mais après, effectivement, chacun a une vie et aussi a des besoins. Si vous renoncez à un boulot pour un autre, là, c'est un peu différent que si on n'a rien.
Je pense, mes chers amis. Désolé, hein, je pense trop de questions, hein, mais bon. Non, Aziz, avec plaisir. C'est interactif, hein, c'est bien quand c'est interactif. Mais je pense qu'on arrive à la fin, quasiment. On a même débordé. Merci beaucoup. Ouais. Et c'était super intéressant, vraiment, Olivier. Je crois qu'on a fait 1h30, effectivement. Et il va falloir peut-être conclure. Et pour conclure, moi, je te laisse la parole, Olivier. Qu'est-ce qu'il faut dire à tous ces jeunes prétendants qui cherchent un job de MSL, Medical Advisor, qui veulent rentrer dans l'industrie privée? Quel message tu voudrais leur faire passer? Le message, c'est que vous avez un background super solide quand même. Avoir un PhD, c'est pas rien. C'est quand même des longues études. À vous d'avoir du culot, de prendre des risques. Vous risquez rien quand vous n'avez pas de job. Hein. Enfin, pas de job, pas le job que vous voulez. Vous risquez pas grand-chose. Hein. Vous n'allez pas vous griller. Donc, soyez persistants. N'hésitez pas à contacter. Essayez de vous développer des réseaux pour qu'à un moment ça passe. Et n'abandonnez pas. Moi, je pense que ceux qui n'abandonneront pas, c'est ceux qui vont réussir. Moi, je suis médecin, hein, pas PhD, mais je crois que je suis le seul médecin dans le groupe. Ah, t'es médecin, toi, Aziz. Ouais. Merci pour votre partage, monsieur. Merci beaucoup. Hein, merci. Vraiment, c'est précieux. Ce type de partage, on ne l'a pas tous les jours. Omar. Merci beaucoup. Omar, merci. Avec grand plaisir. Merci. Donc, allez-y, et puis ça va payer. Il faut être culotté, il faut être sur le réseau. Hein. Moi, je retiens ce mot. Hein. On est dans un monde où il faut oser. Hein. Oui, absolument. Il faut être réaliste. Hein. Absolument. C'est pareil partout. Parfait. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, merci à Asia, merci à vous tous. Merci d'avoir participé. Merci à Olivier d'avoir donné de ton temps, mon précieux temps. Merci à Marie-Yvonne pour tous les partages. J'ai vu la charte MSL passer, j'ai vu autre chose au début. N'hésitez pas à récupérer ce que Marie-Yvonne vous a envoyé. Oui. Et puis, de toute façon, le réseau Résalliance, c'est aussi tous ses mentors. C'est aussi nous tous. Donc, on forme un réseau, une communauté. Il ne faut pas hésiter à nous aborder. Hein. Olivier, toi, tu es plutôt, si on t'aborde, on te pose une question. Je ne vous ai pas posé cette question. Tu seras ouvert. Je peux mettre du temps à répondre, mais oui. Après, on s'organise ensemble à SIA pour j'ai tout. Mais je vais continuer à mentorer au fur et à mesure. Et... Sinon, il y a Marie-Yvonne aussi qui est mentor aussi de l'assaut. Donc... Exactement. Déjà, vous avez eu Valérie Charlon qui est quand même aussi dans le recrutement, qui a une expérience extraordinaire depuis des années. Donc, c'est vrai qu'il faut... Juste peut-être une petite précision. Il y a aussi une autre façon que je ne vous ai pas dit, ce sont les prestataires de services. Alors là, c'est des postes qui sont un peu moins intéressants parce que les salaires généralement sont moindres, etc. Mais pas mal de postes, vous êtes MSL prestataire de services, peuvent se transformer et vont se transformer. D'abord, ça vous donne une expérience et certains, un nombre non négligeable, va se transformer en poste permanent. Donc, ça peut être une façon intéressante de rentrer. Est-ce que vous avez les noms des prestataires? Parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Je ne vais pas donner de nom là tout de suite. Est-ce que Asia peut partager avec Asia pourra vous partager des noms. J'en connais pas 50, moi je travaille avec une, mais je ne ferai pas de pub ici, en tout cas, mais Asia connaît les noms. On ne va pas faire de pub, mais on rediscutera après. Voilà. C'est Aziz, c'est Omar, je ne sais plus. C'est les deux, c'est pareil. Ah oui, c'est le binôme. Non, j'ai encore plein de questions à poser, Olivier, mais moi je me retiens parce que je sais que voilà, on a débordé, mais encore une fois la discussion. Merci beaucoup. Au-delà, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous, on continue dans le cadre de Résalliance à organiser ces visiodocs. Là, c'était une spéciale affaire médicale, donc il y a eu Valérie Charlon avant. Olivier, on a enregistré. On verra si tu me donnes l'accord de mettre les replays sur. Je revois si j'ai pas dit trop de bêtises. Ok. Bon, 1h30, hein. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir.